Intégrale Bourse. Jean-François Bay est avec nous par téléphone, le directeur général de Morningstar en France. Jean-François, bonjour. Oui, bonjour Grégoire. Bon, on attaque ce mois de février du mauvais pied, le pétrole qui repart à la baisse, les indices actions également. Alors oui, il y a les banques centrales qui sont là, mais on a quelques chiffres macro là qui nous ont été livrés ces derniers jours. Il n'y a rien de très glorieux à se mettre sous la dent là en ce début d'année 2016. Non, je pense que les marchés restent assez fébriles. On a un niveau de volatilité sur le CAC qui est autour de 27%. On a une volatilité sur le pétrole qui reste à 62%. Donc des marchés fébriles ça s'explique par le fait qu'il y a des choses qu'on sait déjà. Et puis il y a les surprises du chef, puisque vous savez que Michelin vient d'attribuer ses étoiles. Et donc ils nous ont réservé quelques surprises comme sur les marchés. Sur ce qu'on savait déjà, c'est les États-Unis. On a eu la semaine dernière des chiffres macroéconomiques décevants, inférieurs aux attentes. La croissance aux États-Unis décélère. On le savait, 2015, c'est au dernier trimestre plus 0,7% de croissance. Ça nous donne sur l'ensemble de l'année plus 2,4%. Et 2016 s'annonce pas meilleur, s'annonce encore difficile. Hausse du dollar, baisse du pétrole, des pressions sur les marges, la hausse des taux de la Fed aussi en ligne de mire. Donc tout ça, ça nous donne une année 2016 qui sera forcément difficile pour les marchés américains. Ça a déjà commencé, le Nasdaq est à moins 8% sur le mois de janvier et le Dow Jones autour de moins 6%. Et donc ça, j'allais dire, c'est pas une surprise, on en avait déjà parlé ensemble. On savait que 2013 c'est une année de transition pour le cycle américain. Et donc on l'avait déjà anticipé, on a plutôt eu tendance à sous-pondérer les actions américaines et surpondérer sans doute le dollar parce que c'est un peu une monnaie refuge. Donc ça, c'est coché, on le savait déjà, on voit à peu près ce qui peut se passer sur 2016. Deuxième élément qui vient, les chiffres qui sont venus confirmer en fait quelque chose qu'on savait déjà, c'est que la croissance en Europe s'améliore très légèrement. Sur 2015, c'est une Espagne qui a plus 3,2%, Royaume-Uni à plus 2,2% et une France à plus 1,1%. C'est laborieux, c'est timide, c'est difficile. La deuxième chose, c'est que la France reste à la traîne de l'Europe. Et on sait qu'en 2016, ça sera assez difficile puisque l'environnement international reste pesant. Je pense notamment aux pays émergents. Les pays émergents, ça pèse sur la conjoncture européenne de deux choses. D'une part, une compétitivité de l'euro par rapport aux devises asiatiques qui est, je dirais, moins intéressante. D'autre part, des pays émergents qui vont moins importer. Donc c'est une épée de Damoclès au-dessus de l'industrie allemande notamment et de l'industrie européenne dans son ensemble. Les Japonais vont être plus compétitifs, les Chinois plus compétitifs et donc des exportations qui seront un peu moins porteuses. Ça, j'allais dire, on le savait déjà. On sait que la France, la croissance cette année tournera autour de 1%, que le chômage malheureusement baissera pas tellement et vous voyez ce que je veux dire sur les conséquences politiques. Mais toujours est-il qu'en Europe, ça c'est coché, on savait déjà. Par contre, la surprise du chef la semaine dernière, c'est le Japon et l'Asie en général. On a un marché japonais, donc des autorités qui désespérément cherchent à lutter contre les forces déflationnistes. On a donc la banque japonaise qui a surpris tout le monde en mettant des taux d'intérêt négatifs. Alors c'est pas vraiment, l'effet est un peu technique et sera pas forcément très très important. Ouais, c'est un système de taux négatifs. C'est pas aussi simple qu'en Europe, on va dire. Mais c'est pas l'ensemble. Mais symboliquement, le signal est fort quand même. Le signal est fort parce que d'une part, c'est pas du tout attendu, pas du tout communiqué. Quand on a la Fed qui, de son côté, nous explique pendant 2 ans, 3 ans qu'elle va peut-être éventuellement monter les taux, là, on a une banque japonaise qui surprend tout le monde du jour au lendemain. On a aussi un petit peu l'impression d'avoir une course désespérée pour faire baisser le yen et pour essayer de relancer l'économie japonaise. C'est aussi une preuve que les banques centrales, certaines banques centrales paniquent un petit peu, sont pas très sereines, ça fait un peu sauf qui peut. Et ça, troisième conséquence, ça met une pression sur le yuan et la Chine, ça fait un petit peu guerre d'échange Japon-Chine, et donc la Chine va sans doute devoir réagir pour dévaluer le yuan, et donc ça les marchés aiment pas trop, et donc on se retrouve avec un contexte un petit peu difficile, et puis c'est ce sentiment un petit peu de panique en provenance des banques centrales, alors qu'elles nous avaient habitués à donner de la visibilité, et d'autre part, on a un contexte mondial qui était déjà difficile, puisqu'on a parlé de la hausse des taux de la Fed, la guerre d'échange, les prix des matières premières ou le ralentissement chinois, mais on a en plus le risque majeur
de la déflation qui ressort. Vous vous souvenez du célèbre scénario à la japonaise. Le Japon, un petit peu comme benchmark de nos marchés développés. Et on a tout de suite les marchés obligataires qui ont réagi puisque le 10 ans allemand est tombé à 0,30%. Ouais. Le 10 ans français à 0,60%. L'Euribor 1 an est aujourd'hui à 0%. Le 10 ans suisse à moins 0,30. Donc on a eu cette baisse énorme sur les taux d'intérêt des pays développés, même américains, qui sont venus un petit peu illustrer cette peur de la déflation. Et quelque part, on a aussi cette dichotomie qu'on avait déjà soulevée, ce paradoxe. D'un côté, des marchés comme les taux d'intérêt et les matières premières qui pricent une déflation, qui considèrent que la conjoncture mondiale sera difficile. D'autre part, des marchés actions qui pricent plutôt une croissance qui reste, qui tente de rebondir. Ouais. Et on se demande qui va avoir raison. Si c'est les obligataires qui ont raison, ça nous annonce des jours difficiles pour les actions. Si c'est les actions qui ont raison, ça nous annonce des jours difficiles pour les taux d'intérêt. D'où vraiment l'importance, on a déjà signalé aux auditeurs, de bien vérifier la diversification des portefeuilles qu'ils portent aujourd'hui. Ouais, c'est des décisions de gestion pas faciles dans ce contexte. Qu'est-ce qu'on peut faire là justement en termes de diversification concrètement? Qu'est-ce que ça veut dire, Jean-François? Concrètement, la plupart du temps, on a des allocations diversifiées binaires actions-taux, mais on voit que sur les actions, les taux rapportent 0%, donc on a tendance du coup à se concentrer sur un seul moteur qui est le moteur de performance action, et du coup c'est un petit peu on-off, c'est-à-dire soit je remets des actions mais j'ai énormément de risques, on a vu la volatilité exploser, soit je retire des actions mais je me dis c'est dommage, je me coupe complètement de la hausse du marché action, alors que de temps en temps ça fait des journées à plus 2, plus 3, et donc là je suis frustré et j'essaye de timer le marché, c'est très très difficile. Il y a une troisième voie que nous on exploite chez Morningstar, c'est une diversification sur d'autres types de classes d'actifs un peu asymétriques. Alors on a déjà évoqué ensemble l'or ouais, qui est un marché qui avait beaucoup baissé et qui est assez intéressant parce que ça apporte de la diversification dans le portefeuille. On a évoqué aussi des stratégies un peu asymétriques sur les marchés actions, c'est-à-dire que si vous voulez pas pleinement vous exposer sur le CAC 40, sur l'indice dont on voit qu'il fluctue fortement, vous pouvez faire confiance à des longs short equity ou du high yield, le high yield délivrant des performances de l'ordre, des rendements de l'ordre à 7, 8, 10% ou des convertibles, des obligations convertibles qui vont avoir un peu cette asymétrie. Ça peut profiter d'une hausse mais avec une certaine protection obligataire intéressante. La troisième voie, c'est les stratégies alternatives. Il y a des gérants alternatifs ou des gérants qui achètent de la volatilité, donc des stratégies plus market neutral, mais des gérants alpha très actifs qui peuvent profiter de ces dislocations de marché. Donc ces trois sources à vraiment étudier dans vos portefeuilles, ce sera vraiment la clé pour 2016. Merci beaucoup Jean-François. Jean-François Bay, directeur général de Morningstar, avec nous chaque lundi après-midi dans Intégral Bourse. On va tout de suite se reconnecter au marché. On commence ce mois de février avec une baisse du pétrole.